Pour moi, cet anniversaire de la commémoration des 20 ans de Pierre Bourdieu, je ne l'ai pas tellement vécu dans la presse, à la radio ou à la télévision. Je l'ai plus vécu à travers les nouveautés éditoriales, à travers les livres, et principalement à travers 3 livres qui viennent de sortir. Le gros livre Microcosme, un livre inédit, alors entre guillemets, de Pierre Bourdieu, parce qu'il est composé d'un certain nombre d'articles qui sont déjà parus donc sur les microcosmes, les petits univers sociaux. Mais dans ce livre, il y a aussi un certain nombre de textes inédits. Donc Microcosme, chez Raison d'Agir, a été également publié L'intérêt au désintéressement, un cours du Collège de France de la fin des années 1980, aussi aux éditions du Seuil, en coédition avec Raison d'Agir, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça veut dire que 20 ans après la mort de Bourdieu, maintenant aussi, c'est important de le dire, on a la totalité des cours du Collège de France qui ont été édités. Et enfin, 3e livre important, la réédition augmentée du recueil qui s'appelle Intervention 1961-2001 aux éditions Agone. Ce recueil, donc comme son nom l'indique, regroupe des interventions, donc essentiellement des articles et des entretiens de Bourdieu. Et il avait déjà été publié il y a 20 ans, juste après la mort de Bourdieu en 2002. Et 20 ans après, on a eu droit à donc une version augmentée de plus d'une centaine de pages. Donc voilà, j'ai surtout, pour moi, c'est ça qui était le plus important. Et c'est vrai que bon, je n'ai pas spécialement écouté la radio ou regardé la télévision le jour de la mort de Bourdieu, mais effectivement, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'émissions qui lui étaient consacrées. Alain de Botton avait écrit, il y a une vingtaine d'années, un livre célèbre qui s'appelle « Comment Proust peut changer votre vie ». On aurait pu intituler ce livre « Comment Bourdieu peut changer votre vie ». On a pris le parti, avec mon co-auteur Raphaël Descentis, de nous faire les porte-voix, disons, des lecteurs ordinaires de Bourdieu, c'est-à-dire des lecteurs qui ne sont pas sociologues professionnels. Raphaël Descentis était quelqu'un qui m'intéressait, donc on a pris contact par Facebook tout simplement, et de fil en aiguille on a décidé de faire ce livre ensemble. Raphaël Descentis m'a intéressé parce qu'il avait publié un livre en 2017 aux éditions du Croquant qui s'appelle « Lire Bourdieu de l'usine à la fac ». En fait, Raphaël Descentis a été exclu donc, de la voie scolaire noble, s'est retrouvé en lycée professionnel, et à un moment de son itinéraire, il croise Bourdieu, et en fait ça change sa vie, et il reprend des études supérieures, et il va jusqu'à la préparation d'un doctorat en sociologie, même il a une brève expérience d'enseignement de la sociologie. Mais pour autant, bon, il n'est pas sociologue professionnel. Donc, lui, il vient... on n'est pas issu justement des mêmes catégories sociales. Bon, moi, je viens effectivement de la bourgeoisie, du 6e arrondissement, bon, où j'ai passé un certain nombre d'années. Et donc ça, et on avait tous les deux cette passion pour Bourdieu. Donc, et puis moi, voilà, j'ai une formation un peu plus classique de Cagne, d'agrégation de philosophie, etc., etc. Donc, on a voulu confronter effectivement nos trajectoires à travers un dialogue à travers lequel on se demandait pourquoi est-ce que Bourdieu, alors que nos trajectoires sociales sont si différentes, avait été finalement si important pour nous. Donc effectivement, c'était important que ça prenne la forme d'un dialogue et pas justement d'un discours, disons, à sens unique, pour qu'on puisse mieux voir nos points communs et aussi nos différences. Donc c'est aussi une sorte d'exercice d'amitié, en quelque sorte. Bourdieu, il faut le rappeler, a une formation de philosophe, puisqu'il est normalien, il est agrégé de philosophie. Il commence un doctorat de philosophie sur Husserl, sur la phénoménologie, mais à un moment, quand il est en Algérie,
à la fin des années, dans les années 1950, il bifurque vers l'ethnologie, puis après vers la sociologie à la fin des années 1950, début des années 1960. Donc Bourdieu est lui-même un philosophe, alors je ne dirais pas un philosophe déçu, mais car il conservait une estime pour la philosophie lorsqu'elle était rigoureuse, et il connaît son amitié pour des gens comme Jacques Bouvresse ou le philosophe Jules Vuillemin, à qui il dédie son dernier cours au Collège de France. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que Bourdieu, à travers la sociologie, voulait poser aux philosophes des questions qu'il n'aimait pas poser ou qu'il ne voulait pas poser. Et alors, à ce sujet, on peut citer la phrase que je cite souvent du livre Méditation pascalienne, donc 1997, la première phrase, c'est, bon, je cite de mémoire, si je me suis résolu à poser quelques questions à la philosophie, c'est que elle qui est pourtant si questionneuse, elle ne les posait pas. En effet, les philosophes et les professeurs de philosophie, sans doute les professeurs de philosophie qui se prennent pour des philosophes, aiment bien tout questionner, tout problématiser, tout interroger, mais ils n'interrogent pas en général la position souveraine de leur discipline et la valeur qu'il leur confère en quelque sorte a priori. Ça va de soi, ce n'est jamais problématisé ni remis en question. Donc ce qui m'a beaucoup plu chez Bourdieu, c'est que justement à travers la sociologie, et un de ses disciples qui s'appelle Louis Pinto qui s'est spécialisé dans la sociologie des intellectuels et en particulier dans la sociologie de la philosophie, continue ce travail. Ce qui m'a beaucoup plu chez Bourdieu, c'est que en mettant en avant, en révélant un certain inconscient social dans la pratique des philosophes, eh bien finalement il faisait apparaître des choses qui, d'une certaine façon, me semblaient très utiles enfin, à la philosophie, c'est-à-dire tout un tas de questions que les philosophes habituellement ne posent pas, et en particulier, encore une fois, sur la position souveraine et jamais vraiment, donc la position souveraine, la position dominante de la philosophie. Si on devait résumer toute la pensée de Bourdieu en 3 mots, c'est ça, hein, ce sont les 3 principaux concepts qu'il a apportés. Donc, champ, capital, habitus. Alors, commençons par le champ. Le terme de champ, alors Bourdieu l'emprunte à la physique, hein, on pense au champ électrique. Donc un champ, c'est un certain espace social, un certain espace à l'intérieur de la société qui est régi par des lois spécifiques où il y a des rapports de domination. Donc, il y a des dominants et des dominés, donc ça c'est dû au capital qu'ils ont acquis, mais ça je vais en parler après. Donc, dans la société, il y a plusieurs champs. Il y a le champ artistique, le champ politique, le champ économique. Et puis même à l'intérieur de chaque grand champ, il y a des sous-champs. Par exemple, si on prend le champ de l'art, il va y avoir le champ de la peinture, le champ de la sculpture, le champ de la photographie, le champ de la littérature, etc. etc. Et l'idée de... Bourdieu dit, dès ses cours au Collège de France des années 80, il dit le chant c'est à la fois un chant de force et un chant de lutte. C'est-à-dire, donc chant de force, c'est-à-dire que les agents sociaux, il y a un certain nombre de forces qui s'exercent sur eux, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un champ. Quand on est un nouvel entrant, il y a des règles à respecter, etc., pour être reconnu. Et aussi un champ de lutte, parce qu'à l'intérieur du champ, il y a bien sûr des luttes de position pour que les dominants sont toujours plus ou moins contestés par les dominés qui vont justement avoir des stratégies pour un petit peu fragiliser le pouvoir des dominants. Donc ça c'est pour le champ. Alors après le capital. Alors le mot capital est associé à Marx, hein, on pense au capital. Au livre de Marx, Le Capital. Donc le grand apport de Bourdieu, c'est de dire que le capital n'est pas seulement économique.
Bon, c'est le mot de capital culturel, hein, qui est un petit peu passé maintenant dans la langue courante. Donc le capital désigne justement eh bien, ce qui a été acquis par un agent social et qui va lui donner, disons, de l'importance ou de la visibilité sociale, du pouvoir. Plus on a de capital, plus on a de pouvoir, mais encore une fois, ce capital n'est pas forcément économique. Bourdieu dit oui, bien sûr, il y a le capital économique, mais il y a aussi le capital culturel. Le capital culturel, c'est par exemple le capital par exemple scolaire, le fait d'avoir des diplômes, et c'est ça aussi qui va nous valoriser dans la société. Et Bourdieu a toujours dit qu'il fallait élargir, démarxiser la notion de capital pour intégrer la dimension symbolique, non matérielle, du capital. Troisième concept important, l'habitus. Donc habitus, on pense à habitude. Donc habitus, c'est un mot latin qu'on peut traduire par disposition. Être disposé à faire quelque chose. L'habitus, Bourdieu a une expression, il dit l'habitus, c'est un petit peu des lunettes, c'est des principes de vision et de division qui fait qu'on va être porté vers quelque chose ou au contraire pas du tout attiré ou vers quelque chose ou porté vers quelque chose. Alors, par exemple, dans son livre La Distinction, livre de 1979, quand il analyse les pratiques culturelles et les styles de vie, il analyse selon les classes sociales, effectivement, les pratiques vestimentaires, les pratiques alimentaires. Pourquoi est-ce que, je dis des choses très très simplistes, mais pourquoi est-ce que, je ne sais pas, les bourgeois vont préférer les sushis et les ouvriers vont préférer, je ne sais pas, la tête de veau, je ne sais pas quoi. Donc, et parce que, justement, dit Bourdieu, ou pourquoi est-ce qu'on aime tel type d'art, pourquoi est-ce qu'on aime Johnny Hallyday, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas Mozart, pourquoi est-ce qu'on aime ou on n'aime pas l'école. Eh bien, tout ça, c'est un habitus. Un habitus, c'est-à-dire quelque chose qui a été, donc une disposition qui a été acquise par notre socialisation et notre éducation. Donc, ce qui est très important, c'est que Bourdieu propose une anthropologie dispositionnelle, c'est-à-dire qui est fondée sur l'idée de disposition. Alors, ça pose le problème, bien sûr, de la liberté, parce que si on est disposé à... il y a une forme de déterminisme, bien sûr, mais ce déterminisme n'est pas mécanique ni absolu. L'habitus est toujours en mouvement. Il peut sa direction d'ensemble ne change pas, mais il peut s'affiner dans la vie au fur et à mesure des expériences sociales qui peuvent non pas le faire changer radicalement, mais l'amender, l'affiner à la marge. Alors ça, c'est une thèse, entre guillemets, si je peux revendiquer le fait d'avoir une thèse sur Bourdieu. C'est une thèse qui est mienne et que mon camarade Raphaël Desanti conteste. C'est vrai que Bourdieu dit souvent que effectivement, donc, la sociologie ne doit pas conduire au fatalisme, mais en même temps, j'avais été frappé lors du dernier entretien public qu'il avait fait à Sciences Po Bordeaux en 2001, quand il parlait de la télévision, ou des médias en général, et de la force que les médias avaient pour la représentation de la société, ce qu'il appelait les impositions de problématiques, finalement. Il disait en substance, mais finalement, tout cela est si puissant qu'on a l'impression que on n'aurait plus qu'à se coucher finalement. Et il a ajouté, et c'est finalement parfois ce qui m'arrive de penser. C'est-à-dire, moi, mon idée, c'est que
Le Bourdieu des années 70 nous dit, bien sûr, il ne faut pas confondre, la sociologie découvre des lois, mais ça ne doit pas conduire au fatalisme, donc sur la reproduction scolaire et tout et tout. Au fur et à mesure des années et des décennies qui passent, Bourdieu se rendait compte vraiment du côté un peu implacable des déterminismes sociaux, et encore une fois, sans naturaliser les faits sociaux. Bien sûr, les faits sociaux sont des constructions historiques et sociales. Il y a une sorte de fatalité ou de fatalisme du probable. C'est-à-dire que, dans telle et telle condition sociale, le plus probable, c'est quand même que les choses se passent comme ça, et en général, les choses se passent comme ça. Et il ne peut y avoir que des exceptions. Mais justement, les exceptions sont là pour confirmer la règle. Et voilà, donc la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de fatalisme, mais vraiment pratique et pas absolu relatif, mais sorte de fatalisme du probable. Alors ça n'a pas empêché, on sait, le Bourdieu des années 1990 d'être un militant, un intellectuel engagé et tout, mais je pense qu'en même temps, il avait quand même extrêmement conscience, je dirais, de la très grande inertie du monde social. Pour moi, si je devais dire les choses en un mot, Bourdieu, c'est vraiment le penseur de l'inertie, des régularités. On sait qu'il a construit sa sociologie, je le dis à un moment, dans les années 1960, à l'époque où le concept de mutation était très à la mode. Tout était mutation, le monde était en mutation, la société était en mutation. Et lui, notamment dans les années 60, en commençant à étudier les lois de la reproduction scolaire, par exemple, il s'est rendu compte, au contraire, qu'il y avait dans la société une très grande inertie, des très grandes régularités qui étaient en fait globalement assez prévisibles. Et c'est vrai que quand on regarde effectivement ce qu'il en est de la reproduction scolaire une soixantaine d'années après les héritiers, globalement, non seulement les choses n'ont pas changé, mais les phénomènes décrits par Bourdieu se sont même encore accentués. Effectivement, on peut se... Et d'ailleurs, Bourdieu le dit dans un entretien filmé, à un moment, il dit mon déterminisme m'étonne moi-même. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on pourrait croire que le déterminisme, c'est un petit peu, exprimerait ou reflèterait la toute-puissance du sociologue qui serait tellement content, tellement fier de montrer que voilà, il a trouvé les lois. Mais au contraire, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine forme de souffrance chez Bourdieu devant le caractère statistiquement implacable du déterminisme qui mettait au jour, et que ça l'attristait. Je pense que ça, pour lui, ce n'était pas un motif de revendication de toute puissance, mais c'était plutôt la marque de son impuissance, en fait. Voilà, alors après, juste un truc qui est important sur le rapport entre déterminisme et liberté chez Bourdieu. Je pense que, parce que bien entendu la question qu'on peut se poser, voilà, c'est les lois de la sociologie étant tellement fortes, c'est quelle est la place pour la liberté finalement. Alors Bourdieu, là aussi, n'a pas une position aussi caricaturale qu'on veut bien le dire, parce qu'il disait donc, dans un entretien avec Roger Chartier, qui a été publié, enfin une suite d'entretiens sur France Culture qui ont été publiés sous le titre Le sociologue et l'historien chez Agone. Il dit en fait, nous naissons déterminés, mais nous avons une petite chance de devenir libres. C'est-à-dire que le but de la sociologie, c'est de nous faire prendre conscience. Alors bon, le vocabulaire de la prise de conscience est un petit peu inadéquat, mais bon, je l'emploie voilà, pour simplifier. Le but de la sociologie aussi, c'est de nous faire prendre conscience de tous les déterminismes qui pèsent sur nous. Et finalement, c'est un peu une liberté à la Spinoza. On est libre quand on a conscience de ce qui nous détermine. On est plus libre quand on a conscience de toutes les lois de la société, de tout ce qui nous détermine, de tout ce qui pèse sur nous. Là, on peut essayer à la marge de modifier certaines choses
plutôt que... Donc on est plus libre dans ce cas-là, plutôt que si on est dans l'illusion typique des intellectuels et de beaucoup de philosophes, illusion à la Sartre, par exemple, d'une liberté absolue et en apesanteur. Donc je pense paradoxalement que en nous rendant attentifs aux déterminismes sociaux et en donnant une petite place éventuellement à la liberté à travers la prise de conscience de la pesanteur de ces déterminismes, eh bien Bourdieu nous donne une petite chance d'être libre ou sinon d'être un petit peu plus libre. Alors, je ne pense pas que la sociologie nous fasse déprimer. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a un petit chapitre sur la question de l'humour chez Bourdieu, auquel on tient beaucoup tous les deux, parce que c'est un thème qui est très peu exploré en sociologie. Alors que quand on regarde des entretiens de Bourdieu, ou je pense même au film la sociologie est un sport de combat, qu'on peut trouver facilement sur YouTube, on voit que Bourdieu était quelqu'un de très gai, qui avait beaucoup d'humour, et qui avait toujours les yeux qui frisent. Et à un moment, dans La sociologie est un sport de combat, il dit au réalisateur, Pierre Carl, que quand il était petit à l'école élémentaire, il était toujours puni à cause de ce regard un peu pétillant, parce que la maîtresse pensait toujours qu'il avait fait quelque chose. Donc, est-ce que la sociologie nous fait déprimer? Je pense que... Et puis après, je répondrai à la question de la liberté et de la responsabilité. Mais je pense que la sociologie, en nous faisant prendre conscience que nous sommes finalement statistiquement banals, d'une certaine manière, elle nous inflige une certaine blessure narcissique, mais elle nous apprend aussi, je pense, à avoir un petit peu de distance sur nous-mêmes. Et donc d'humour sur nos façons de voir les choses, nos catégories, nos goûts, bref, tout ce qui nous définit un petit peu socialement et qu'il ne faut pas naturaliser justement. Je pense aussi que la sociologie de Bourdieu apprend à être beaucoup plus tolérant avec les autres. Donc je dirais il y a une forme de... Enfin, on assimile souvent la sagesse à la philosophie, hein, la philosophie serait la recherche de la sagesse, mais je pense qu'il y a aussi que la sociologie peut aussi nous apporter une certaine forme de sagesse. Donc, comme je le disais, ce savoir statistiquement banal, finalement, c'est peut-être le commencement de la sagesse. Et dans le rapport avec les autres, la sociologie nous apprend à être beaucoup plus tolérant. Au lieu de dire « mais il est con, c'est pas possible, comment il peut penser ça » ou « mais pourquoi est-ce qu'il aime ça, c'est nul ». Eh bien justement, la sociologie dit « ah oui, mais s'il aime ça ou s'il pense ça, c'est que bon, peut-être quelle a été son éducation, quels ont été ses parents, qu'est-ce qu'on lui a dit ». Et finalement, ça nous permet d'être plus tolérants, plus compréhensifs et moins agressifs éventuellement envers les autres. Alors après, sur la question de la liberté et de la responsabilité, effectivement, l'une des thèses de Bourdieu, effectivement, c'est que il est compliqué de condamner les individus quand finalement, derrière les individus, en fait, c'est des structures sociales qui produisent leurs effets. Ça, c'est sûr. Alors, donc, à partir de là, ce qu'il pensait, bon, voilà, c'est que... alors ça, c'est une idée de gauche, hein, parce que c'est toujours la même question. Est-ce qu'il faut commencer par changer l'individu ou changer la société? Bon, il pensait que un accès à l'éducation, ce genre de choses, était de nature quand même à favoriser une société moins violente, moins injuste, moins inégalitaire. Voilà, parce que c'est toujours compliqué d'en vouloir à quelqu'un de le responsabiliser ou de le surresponsabiliser, alors que d'une certaine façon, c'est vrai que ce n'est pas de sa faute. Alors bon, la culture de l'excuse, d'accord, mais vous, qu'est-ce que vous auriez qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été déplacé exactement dans le même milieu que si vous aviez vécu les mêmes choses? Enfin, on peut se poser honnêtement la question. On peut prendre un enfant à la naissance en Seine-Saint-Denis, le mettre dans le 6e arrondissement et il ira à l'école alsacienne, et puis dans une vingtaine d'années, il ne sera pas du tout le même que s'il était resté dans sa banlieue difficile. Donc c'est quand même très compliqué de dire qu'il y a une responsabilité individuelle et que le milieu, la socialisation, l'éducation ne jouent aucun rôle.
c'est extrêmement difficile, me semble-t-il, de soutenir ça. Je pense que Bourdieu est clairement un homme de gauche, un penseur de gauche, un intellectuel engagé, on l'a dit, mais pour autant, on peut remarquer que dans les années post-68, alors il était tout à fait favorable à mai 68, il avait signé une tribune dans Le Monde à l'époque avec un certain nombre de chercheurs pour dire que effectivement c'était l'occasion de peut-être penser un certain nombre de transformations dans l'éducation par exemple, mais en même temps on voit que durant les années post-68, durant les années 70, Bourdieu a toujours été très sceptique par rapport au gauchisme, par rapport à l'extrême gauche, par rapport au maoïsme, par rapport au trotskisme. Il n'a jamais adhéré à tout ça finalement. Et il a même écrit des textes parfois assez féroces pour se moquer justement du côté un petit peu factice et irresponsable de ces mouvements. En ce qui concerne le mouvement woke, qu'en aurait-il pensé aujourd'hui ? Il est vrai qu'un certain nombre de sociologues, de chercheurs, comme on dit en sciences sociales, aujourd'hui proches de ce mouvement qu'on dira woke pour aller vite, revendiquent une filiation avec Bourdieu. Alors moi, j'aime bien citer un texte des Méditations pascaliennes, à mon avis le plus grand livre de Bourdieu, où il donne vraiment la substantifique moelle de son anthropologie et de sa philosophie. Et il y a un passage assez long, 2 pages, dans les Méditations pascaliennes, où il critique le radicalisme de campus, justement. Donc un petit peu dans la continuité de ses critiques du gauchisme dans les années 70, qui, selon lui, pêche par idéalisme. Et voilà, c'est pas par hasard que ça attire en général, sociologiquement, justement, plutôt les jeunes bourgeois éduqués et favorisés. Et je pense que c'est une espèce de grand discours idéaliste et un peu typique aussi des philosophes, en un sens, masque, ont tendance à faire écran pour Bourdieu à la réalité de la société et à l'appréhension fine, précise qu'on doit en avoir à travers l'analyse sociologique. Dans les années 1970, pendant que les Mao et les trotskistes appelaient à la révolution, et bien Bourdieu lui faisait des enquêtes qui ont abouti au livre La Distinction, par exemple, sur les goûts en art, sur les façons de s'habiller, sur les goûts alimentaires, selon les classes sociales, selon les catégories sociales, etc., etc. Et selon lui, c'était un petit peu plus intéressant pour comprendre la société, et aussi éventuellement pour arriver à la changer peut-être un petit peu, de faire cette radiographie précise des inégalités, qu'il a aussi fait, soit dit par parenthèse, avec le grand livre de 1993, La misère du monde, un livre collectif d'ailleurs, un livre qu'on serait bien inspiré de relire aujourd'hui en temps de campagne présidentielle, et dans lequel on peut peut-être aussi trouver l'origine d'un mouvement, je pense, comme les Gilets jaunes. Ça c'est juste une hypothèse en passant. En tout cas, Bourdieu a toujours essayé d'être au plus près, disons, du réel, et il s'est méfié des grands discours, des grands discours idéalistes. Il s'est souvent méfié des modes intellectuels. Des modes politiques et intellectuels. Donc bon, je fais l'hypothèse que sans doute il n'aurait pas été, favorable, en tout cas qu'il aurait été un peu sceptique face au mouvement woke. Je pense que CNews incarne un petit peu à la perfection ce que Bourdieu dit justement dans son petit livre qui s'appelle « Sur la télévision ». Petit livre rouge, effectivement, l'omniprésence des émissions de plateau, justement, le fait divers qui fait diversion, selon la fameuse expression, la dépolitisation de la politique,
tout un certain nombre, enfin la façon dont la télévision effectivement construit une réalité, mais qu'elle présente comme donnée. Donc je pense que CNews et de façon plus générale, les chaînes d'information en continu, alors les chaînes d'information en continu, qui, il faut le rappeler, ça date de 1996 hein, sur la télévision. Donc à l'époque, il n'y a qu'une chaîne d'information, c'est LCI qui est née en 1994, si je ne dis pas de bêtises, et qui n'est pas tellement regardée. Et il est certain que le phénomène des chaînes d'information en continu ont amplifié et intensifier un certain nombre de travers de la télévision, le premier étant la course à l'audimat. Et selon Bourdieu, l'une des grandes impostures de la télévision, c'est de confondre, c'est de nous faire croire que la course à l'audimat est un processus démocratique, sur le mode justement du plus grand nombre, justement. Voilà, donc effectivement, je pense que ça incarne parfaitement les travers que Bourdieu critiquait sur la télévision. Donc, pour terminer, si vous voulez vous initier un petit peu à la pensée de Bourdieu, qu'est-ce que vous pourriez lire? Alors, vous pouvez commencer par le petit livre, vraiment tout à fait remarquable et accessible, une petite centaine de pages qui s'appelle « Sur la télévision ». Le petit livre rouge, c'est le livre le plus vendu de Bourdieu, 260 000 exemplaires vendus, donc ça date de 1996, chez Raison d'Agir. Si vous voulez approfondir un petit peu, vous pouvez passer au recueil d'articles qui s'appelle « Questions de sociologie », c'est très accessible, et il y a notamment un texte très intéressant qui s'appelle « L'opinion publique n'existe pas », où Bourdieu montre la construction factice de la notion d'opinion publique à travers les sondages. Donc en période d'élection présidentielle, je vous recommande vivement en particulier la lecture de ce texte. L'opinion publique n'existe pas. Et puis il y a beaucoup de petits articles accessibles et intéressants dans ce petit livre. Questions de sociologie, donc ça c'est chez Minuit, collection de poche Minuit double. Enfin, pour terminer, si vous voulez une introduction plus formelle sous forme de manuel, eh bien vous pouvez lire, alors il existe plusieurs manuels, plusieurs introductions à la pensée de Bourdieu, vous pouvez lire le récent « La sociologie de Pierre Bourdieu » de mon amie Anne Jourdain, qui enseigne la sociologie du travail à Paris-Dauphine, et elle a coécrit ça avec sa collègue Sidonie Nolin, donc la sociologie de Pierre Bourdieu aux éditions Armand Collin. C'est un manuel à destination des étudiants de première ou deuxième année, et c'est une introduction tout à fait claire et efficace à la pensée de Bourdieu.